Marcello Mastroianni était bien plus que le premier rôle du cinéma italien. Il en était l'âme. Cet homme ordinaire à la voix douce, capable d'incarner rêveur, vagabond, amant et perdant avec la même intensité feutrée. Il nous a offert des rôles inoubliables dans La Dolce Vita et Une journée particulière. Mais derrière ce charme apparemment sans effort se cachait une vie faite de contradictions. Né dans la pauvreté, déplacé par la guerre et déchiré émotionnellement entre les femmes qui l'aimaient, Marcello a passé sa vie à errer entre des rôles réels et imaginaires. Il refusa de divorcer tout en fondant des familles hors de son mariage. Il aspirait au calme, mais ne parvenait jamais à s'arrêter. Dans ses dernières années, luttant contre le cancer, il se retourna sur sa vie non avec regret, mais avec une douce mélancolie. La sienne fut une existence pleine de beauté et d'ombre, et il est temps d'en raconter toute l'histoire. Une jeunesse ravagée par la guerre. La jeunesse de Marcello Mastroianni ne ressemble pas au prélude d'une célébrité annoncée, mais plutôt au combat silencieux et difficile d'un garçon grandi à l'ombre de la guerre, de la pauvreté et de l'exil, des années marquées davantage par le silence que par les applaudissements. Il naît en 1924 à Fontana Liri, un modeste village niché au pied des Apennins, dans le centre de l'Italie. Les registres officiels indiquent le 28 septembre comme date de naissance. Peut-être un premier signe que la vie à venir échapperait aux définitions précises. Son nom complet était Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, plus tard simplifié pour la célébrité, mais profondément enraciné dans une famille d'artisans. Son père, Ottorino, était technicien de laboratoire chimique dans une usine de poudre militaire locale, et sa mère, Ida Irol, avait autrefois travaillé à la Banca d'Italia. Ils n'étaient non pas des gens d'influence, mais de métier, descendants de menuisiers, de sculpteurs et de modestes ouvriers originaires de la région d'Arpino. Lorsque Marcello n'avait que 2 ans, la fragile stabilité familiale fut bouleversée. En 1926, le patriarche du clan, le grand-père Vincenzo, fut muté par le ministère de la guerre de Fontana Liri à l'arsenal de Turin. Un à un, les membres de la nombreuse famille le suivirent vers le nord. En 1930, Marcello, son jeune frère Ruggero et leur mère Ida rejoignirent Vincenzo à Turin, où Ottorino finit par les retrouver, bien que sa santé commençât déjà à décliner. Turin ne leur offrit aucun accueil chaleureux. Les Mastroianni se retrouvèrent dans une ville en pleine dépression économique, où le travail se faisait rare et les conditions de vie étaient rudes. La maladie d'Ottorino rendait la survie familiale précaire, et l'enfance de Marcello fut marquée par le sacrifice et l'insécurité. Les rêves, s'ils existaient, étaient des murmures chuchotés dans des oreillers glacés, la nuit. À mesure que la Grande Dépression étendait son emprise, le poids des responsabilités familiales s'alourdissait. En 1933, à la recherche de perspectives meilleures, la famille déménagea de nouveau, cette fois à Rome, dans le quartier du Tuscolano. C'était un quartier ouvrier où les rêves entraient souvent en conflit avec le loyer. Ottorino ouvrit un petit atelier de menuiserie avec le grand-père Vincenzo, tentant de retrouver la dignité du travail manuel qualifié. Le jeune Marcello, quant à lui, acheva ses études primaires au modeste Istituto a Dias, près de la Piazza Lodi, avant de s'inscrire dans une école professionnelle à l'Istituto Duca d'Aosta. C'est là, sans le savoir, que sa vie effleura l'industrie qui la définirait un jour. Le bâtiment partageait une aile avec le Centro Sperimentale di Cinematografia, la grande école de cinéma italienne. Mais le cinéma n'était pas son objectif. La survie l'était. Marcello se forma comme dessinateur en bâtiment, obtenant en 1943 un diplôme de perito édile, technicien géomètre, à l'Istituto Carlo Grella, aujourd'hui Galileo Galilei. Il accepta tous les emplois possibles. D'abord dessinateur pour la municipalité de Rome, puis à Florence, à l'Istituto Geografico Militare, où il fut engagé comme cartographe. Mais même ce travail sans prestige fut interrompu par la guerre.
L'effondrement politique et militaire de l'Italie en septembre 1943 anéantit le peu de stabilité que Marcello avait construite. L'Institut géographique fut absorbé par l'organisation Todd, un groupe paramilitaire d'ingénierie contrôlé par les nazis. Marcello, à seulement 19 ans, fut déplacé à Dobbiaco, près de la frontière autrichienne, et confronté à la menace bien réelle d'une déportation vers le travail forcé en Allemagne. Il s'enfuit. Avec de faux papiers et l'aide du peintre Remo Brindisi, il gagna Venise, troquant l'architecture pour l'art au sens le plus littéral. Pour survivre, les deux hommes vendaient des croquis de monuments vénitiens aux touristes. Marcello, réfugié dans son propre pays, vivait au jour le jour, armé seulement de sa détermination et d'un crayon. À la fin de la guerre, il revint à Rome, brisé, mais pas vaincu. La famille fut réunie, bien que la santé d'Ottorino se soit encore dégradée. Marcello trouva un emploi de comptable chez Eagle Lion Films, une petite société de distribution anglo-américaine. Le salaire permettait de vivre, mais ne parvenait pas à apaiser le feu silencieux en lui, celui qui avait vacillé dès l'enfance. Le désir de jouer, de se fondre dans d'autres vies, ne l'avait jamais quitté. Dès ses premières années, Marcello avait joué dans des pièces paroissiales et des productions amateurs, notamment à la paroisse des Saints Fabriano et Venanzio. À la fin des années 1930, grâce à des tickets repas fournis par un ami de la famille qui tenait un restaurant à Cinecittà, il commença à faire de la figuration au cinéma. On l'aperçut à peine dans Marionnette, La Corona di Ferro et Una Storia d'Amor. Mais ce n'était pas encore une carrière, c'était une échappatoire à la fin. Ce que Marcello recherchait réellement, c'était une porte d'entrée vers le théâtre. En 1943, il s'inscrivit à la faculté d'économie de l'Université de Rome, non pour obtenir un diplôme, mais pour accéder au Centro Universitario Teatral, où se retrouvaient les futurs dramaturges et acteurs romains. C'était sa seule voie vers une vraie scène. Mais même ce rêve modeste était sans cesse menacé, par la guerre, par la pauvreté, par l'incertitude de la vie dans l'Italie post-fasciste. Dans ce chaos, il s'accrocha au théâtre comme à une bouée de sauvetage. Le jour, il travaillait comme dessinateur. La nuit, il récitait Pirandello, O'Neill et Moravia sous les lumières vacillantes des petites salles romaines. Le Quirino, le Teatro dell'Arti, la Via Vanti Settembre. Une double vie fragile. La guerre avait tout emporté, son foyer, son avenir, sa tranquillité d'esprit. Il avait échappé à la conscription, vécu caché, vendu des dessins de rue pour quelques pièces. Le traumatisme de l'Italie en guerre laissa son empreinte non seulement sur son destin, mais aussi dans la douce tristesse qui entrait plus tard même ses rôles les plus charismatiques. Lorsqu'on lui demanda à la fin de sa vie quel métier il aurait choisi s'il n'avait pas été acteur, il répondit « Il m'arrive parfois de regretter de ne pas être devenu architecte. Qui sait si j'aurais été bon? Un architecte construit quelque chose de solide, quelque chose qui reste. Mais que reste-t-il de mon travail? » L'icône réticente qui redéfinit le cinéma européen. L'ascension de Marcello Mastroianni vers la célébrité internationale n'est pas seulement l'histoire d'un acteur talentueux, c'est le portrait de l'âge d'or du cinéma européen, vécu à travers le regard de l'un de ses visages les plus durables. Les petits rôles dans des films comme Marionnette et Tosca lui ont permis de s'approcher de l'industrie. Mais c'est sur scène, sous le regard exigeant de Luchino Visconti, qu'il a véritablement trouvé ses appuis. Le tournant survient en 1948 avec I Miserabili, l'adaptation du roman de Victor Hugo par Riccardo Freda. Le rôle est modeste, mais il marque un début décisif. Au cours des années suivantes, Mastroianni jongle entre le théâtre et de petits rôles au cinéma, évoluant de personnages comiques dans les instantanés néo-réalistes de Luciano Emer, comme Domenica d'Agosto, à ses premières performances dramatiques dans Febbre di Viver et Cronache di Poveri Amanti. C'est durant cette période qu'il rencontre Sofia Loren sur le tournage de Peccato, chez Sia una canaglia,
une collaboration qui finira par façonner l'héritage de l'un comme de l'autre. Mais ce n'est qu'avec I soliti ignoti de Mario Monicelli, en 1958, que le sens inné du comique de Mastroianni, allié à une profonde mélancolie sous-jacente, éclate véritablement au grand jour. Le film est une révélation. Il marque la naissance de la commedia all'italiana et fait de Mastroianni un nom familier dans toute l'Italie. 2 ans plus tard, il accède à une reconnaissance mondiale avec la Dolce Vita. Choisi par Federico Fellini pour incarner le journaliste mondain et tourmenté Marcello Rubini, il livre une interprétation inoubliable qui capture à la perfection la désillusion et la décadence de la Rome moderne. La liberté créative de Fellini correspondait parfaitement à l'élégance discrète et à la capacité d'introspection de Mastroianni. Dès le premier jour de tournage, se souviendra-t-il plus tard, j'ai su que je participais à quelque chose d'extraordinaire. Ce rôle lui apporte non seulement la célébrité internationale, mais aussi le poids du label de Latin Lover, un titre qu'il passera une grande partie de sa carrière à détourner subtilement. Il le fait presque immédiatement en incarnant un aristocrate impuissant dans Il Bel Antonio, un choix audacieux au sommet de son image de séducteur. Puis vient Divorzio all'italiana, une satire noire des crimes d'honneur dans une société où le divorce était encore illégal. Pour son rôle du baron machiavélique Cefalù, il reçoit un BAFTA, un Golden Globe et sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Tout au long des années 1960, il collabore avec les plus grands réalisateurs italiens de son époque, Germi, Antonioni, Monicelli, De Sica, Risi, et joue aux côtés de légendes telles que Jeanne Moreau, Claudia Cardinal et, bien sûr, Sophia Loren. Son alchimie avec Loren est inégalée, donnant lieu à 11 films ensemble, dont Matrimonio all'italiana et Una giornata particolare. À chaque œuvre, ils explorent la tension entre passion et désillusion, entre rire et tragédie. Sa collaboration avec Fellini se poursuit avec 8,5, chef-d'œuvre surréaliste reflétant la propre crise créative du réalisateur qui fait de Mastroianni son alter ego. « Mastroianni, c'est moi », dira-t-il célèbrement. Ce film, fiévreux mélange de mémoire, d'imagination et de cinéma, consolide l'image de Marcello comme le premier rôle de l'homme qui pense. Il remporte un nouvel Oscar du meilleur film étranger et confirme sa place au sommet du cinéma mondial. Dans les décennies suivantes, Mastroianni refuse toute étiquette. Il embrasse le grotesque dans La Grande Abbuffata de Marco Ferreri, la mélancolie dans C'è ora ed Ettore Scola aux côtés de Massimo Troisi, et l'expérimental dans Il passo sospeso della cicogna de Theo Angelopoulos. Il tourne en plusieurs langues, se double parfois lui-même en russe ou en français et ne cesse de réinventer son jeu. Il s'aventure également à la télévision, notamment dans Les Mains sales de Jean-Paul Sartre, et revient au théâtre à la fin de sa vie, jouant dans des adaptations de Tchekhov et dans la pièce poétique Le Ultime Lune, sa dernière performance scénique, livrée alors qu'il était déjà visiblement affaibli par le cancer. La dimension internationale de sa carrière est impressionnante. Il travaille avec Roman Polanski, Louis Malle, Nikita Mikhalkov, Giuseppe Tornatore, Robert Altman et partage même l'écran avec sa fille Chiara Mastroianni dans 3 vies et une seule mort, rôle qui lui vaut le Silver Wave Award au Festival de Fort Lauderdale. Son dernier film, Viaggio al Principio del Mondo, est achevé à titre posthume. Pourtant, dans sa philosophie personnelle, Mastroianni est resté humble. Il disait un jour « C'est un métier merveilleux. On est payé pour jouer. Tout le monde applaudit. Que demander de plus ?» Cette légèreté l'a accompagné jusqu'à son dernier projet. Mi ricordo, si, io mi ricordo, un documentaire réalisé par sa compagne de longue date, Anna Maria Tato, dans lequel il réfléchit à la vie, au cinéma et au plaisir de rêver. Il appartenait à nous tous. Marcello Mastroianni avait mené une vie aussi emmêlée et dramatique hors écran que les histoires qu'il incarnait à l'écran. Son premier attachement émotionnel profond,
fut Silvana Mangano, une camarade d'études dans une école d'art dramatique à Rome. Ils partageaient les mêmes rêves, parfois même les mêmes rues. Mais lorsque sa carrière s'envola après Rizzo Amaro et son mariage avec le producteur Dino De Laurentiis, leur histoire se dissipa. Des années plus tard, Marcello se souviendrait d'elle comme de celle qui lui avait échappé. Silvana et moi étions faits l'un pour l'autre, mais je n'étais personne à l'époque. Elle s'est mariée par ambition. Aucun de nous ne s'en est jamais vraiment remis. Puis vint Flora Carabella. Ils se rencontrèrent sur scène pendant un tramway nommé Désir et se marièrent en 1950. Flora était élégante, intelligente et, selon tous les témoignages, profondément amoureuse. Leur fille Barbara naquit en 1951, mais au début des années 1960, des fissures apparurent, alimentées par les liaisons extraconjugales de Mastroianni et son besoin insatiable de nouveautés émotionnelles. Ils se séparèrent officieusement vers 1964, sans jamais divorcer. Pour Flora, le lien subsista malgré la trahison. « Je me suis mariée par passion », dira-t-elle plus tard, « mais je suis restée par affection, par tendresse. » Parmi ces liaisons, aucune ne fut plus douloureuse que celle avec Faye Dunaway. Ils se rencontrèrent en 1968 sur le tournage de A Place for Lovers. Pour Dunaway, il était l'homme de sa vie. Elle voulait le mariage, des enfants, la permanence. Lui ne pouvait pas le lui offrir. Prisonnier de la culpabilité catholique et de l'inertie, Mastroianni refusa de divorcer de Flora. Dunaway le quitta en 1970 après 2 années d'attente. Il confia à People en 1987. « C'était la femme que j'ai le plus aimée. Je regretterai toujours de l'avoir perdue. » Des décennies plus tard, Dunaway fit écho à ces mots, le qualifiant de « l'amour de ma vie ». Quelques mois seulement après ce chagrin, une autre femme entra dans son orbite, Catherine Deneuve. Leur première rencontre eut lieu lors d'un dîner organisé par Roman Polanski. Elle venait de rompre avec François Truffaut, tandis que Marcello souffrait encore de sa rupture avec Dunaway. Mais c'est sur le tournage émotionnellement chargé de « Ça n'arrive qu'aux autres » que leur liaison s'embrasa. Mastroianni avait 46 ans, Deneuve, 27. Leur relation fut un choc frontal entre élégance et intensité. Ensemble, ils tournèrent plusieurs films, dont La Cagna, récit sexuellement chargé de domination et de dépendance, et devinrent rapidement l'un des couples les plus glamour d'Europe. Lorsque Catherine tomba enceinte, leur romance secrète éclata au grand jour. En mai 1972, Chiara Mastroianni naquit. Marcello était fou de joie. « J'ai une fille !» criait-il, offrant du champagne à des inconnus dans les rues de Paris. Bien qu'il ait déjà Barbara, Chiara fut son miracle. Pourtant, il refusa toujours de divorcer de Flora. L'inertie qui avait détruit sa relation avec Dunaway vint hanter à nouveau son histoire avec Deneuve. Catherine, pourtant divorcée de David Bailey, se lassa de l'indécision de Marcello, de son refus de s'engager pleinement. Leur tempérament s'opposait aussi, sa discipline face à son indécision chronique. En 1975, ils se séparèrent. Le choix fut le sien. Mais Catherine ne quitta jamais vraiment sa vie. Elle resta son amie proche et se tint à ses côtés à sa mort. « Marcello a été le grand amour de ma vie », dira-t-elle plus tard, et il disait la même chose d'elle. Leur lien, complexe et inachevé, fut immortalisé non seulement dans leurs films, mais aussi à travers leur fille, actrice, comme ses 2 parents. Après Catherine, Mastroianni trouva une forme de stabilité auprès de la réalisatrice Anna Maria Tato. Elle était à l'opposé des femmes précédentes, distante, analytique, indifférente à sa célébrité. Il en fut immédiatement intrigué. Leur relation se construisit lentement, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obsession. Ils restèrent ensemble plus de 20 ans. Elle l'accompagna durant sa lutte contre le cancer
et réalisa sa confession finale Mi ricordo, si, io mi ricordo, un documentaire où il revenait, tantôt avec légèreté, tantôt avec douleur, sur une vie façonnée par le désir et le regret. Tato était présente à Paris le 19 décembre 1996, lorsqu'il s'éteignit. Mais Catherine l'était aussi. Et Chiara. 3 femmes, un homme, et la somme d'une vie à la fois riche et à vif. Son épouse Flora ne le quitta jamais émotionnellement. Elle ne se remaria pas, ne dit jamais un mot contre lui. « Je n'étais pas l'ennemi de ses amantes », disait-elle. « Il nous appartenait à toutes. » La vie amoureuse de Marcello Mastroianni ne fut pas une succession de conquêtes, mais une suite de manques, chaque femme révélant une facette différente de sa faim affective. Il avoua un jour « Je veux tout. Je ne peux pas m'arrêter à une seule passion, une seule femme, un seul rêve. Je sais que je ne suis pas mûr. J'ai l'impression d'être en retard sur tout. » Le rideau final. La mort de Marcello Mastroianni, comme une grande partie de sa vie, s'est déroulée avec une forme de grâce mélancolique, élégante, intime et tragique dans sa dévastation silencieuse. Dans ces dernières années, la grande icône du cinéma italien dut affronter son adversaire le plus redoutable. Un cancer du pancréas, un diagnostic qui, lentement et cruellement, vida de sa substance un homme dont l'âme avait animé des décennies d'histoire du cinéma. Malgré le déclin de sa santé, Mastroianni refusa de se rendre au silence. Alors même que la maladie progressait, il continua à travailler, déterminé à achever ce qui serait son dernier film, Viaggio all'inizio del mondo, réalisé par Manoel de Oliveira. Sur le plateau, amaigri et visiblement épuisé, il canalisa les dernières forces qu'il lui restaient dans un rôle qui, à bien des égards, faisait écho à son propre parcours, une exploration de la mémoire, de l'identité et des derniers jours d'une vie pleinement vécue. Mais ce film ne fut pas son seul adieu. Durant cette période, sous la direction de sa compagne de longue date Anna Maria Tato, Mastroianni enregistra un témoignage vidéo profondément personnel. Mi ricordo, si, io mi ricordo. Ce n'était pas simplement un documentaire, c'était son testament spirituel. Avec une honnêteté presque enfantine, il y évoquait la célébrité, le vieillissement, les femmes, les regrets et la joie. « J'ai tourné plus de 170 films, disait-il. C'est tout de même un beau parcours. Oui, j'ai vécu pleinement. Je peux être satisfait. J'insiste, j'ai eu de la chance. » Ce n'étaient pas les paroles d'un homme amer face à la vie, mais celles de quelqu'un pleinement conscient que le rideau final approchait. Sa dernière apparition théâtrale eut lieu dans la pièce en tournée Le Ultime Lune, un titre cruellement ironique au vu de son état. À ce stade, il était si affaibli physiquement qu'il nécessitait 3 perfusions quotidiennes et jouait souvent assis. La production dut annuler plusieurs représentations en raison de la dégradation de sa santé. À Naples, après s'être effondré en coulisses, Mastroianni demanda lui-même l'arrêt de la tournée. Ce fut sa dernière apparition sur scène. Peu après, il retourna dans son appartement parisien, la ville qui avait été témoin de tant de ses amours et de ses renaissances. Il n'en sortit plus jamais. Le 19 décembre 1996, Marcello Mastroianni s'éteignit dans cet appartement parisien à l'âge de 72 ans. À son chevet se trouvait sa plus jeune fille, Chiara, qui lui tint la main durant ses dernières heures. Catherine Deneuve, son ancienne compagne et la mère de Chiara, était également présente. Malgré les années qui les avaient séparés, elle était restée proche de lui et veilla jusqu'au bout. En ces derniers instants, il n'y eut ni projecteur ni applaudissements, seulement la présence silencieuse de ceux qui l'avaient le plus aimé. Les funérailles eurent lieu dans la célèbre église Saint-Sulpice à Paris lors d'une cérémonie marquée non par de grands discours, mais par un recueillement sincère. Le lendemain, son corps fut rapatrié à Rome.
Sur la colline du Capitole, l'Italie lui rendit hommage, une exposition publique à la salle de la Protomothèque, suivie d'une cérémonie laïque sur la Piazza del Campidoglio. Artistes, responsables politiques, cinéastes et admirateurs se rassemblèrent non pour pleurer une star, mais pour dire adieu à un homme qui avait donné un visage à leurs joies, à leurs doutes et à leurs rêves. Il fut inhumé au cimetière du Verano à Rome, dans le caveau familial. Aucun monument ostentatoire ne fut érigé. Ce n'était pas son style. Ce qui demeure, c'est le souvenir, la voix inimitable, le sourire malicieux, le regard bienveillant chargé d'ironie et de nostalgie. Et les films, toujours les films. Ainsi s'achève l'histoire de Marcello Mastroianni, un homme qui a fait tomber le monde amoureux du cinéma italien et qui, même dans ses derniers jours, nous a offert une ultime performance empreinte d'honnêteté, de grâce et de douce tristesse. Quel rôle de Marcello vous a le plus marqué? Et comment vous souvenez-vous de lui? Séducteur charmant, artiste introspectif, ou les deux à la fois? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres plongées au cœur de la vie des légendes les plus inoubliables du cinéma.